la bienvenue par rapport à ce live matinal. Je tiens tout d'abord à vous remercier par rapport à ce réveil donc avancé dans le temps, vu que c'est un peu difficile de se présenter le matin. Je tiens à remercier donc les porteurs de l'initiative Kharayaf Dar, un trio gagnant qui n'arrête pas de nous surprendre et de nous présenter donc un choix diversifié en termes de formation, en termes d'apport et aussi en termes et aussi en termes de thèmes traités. Donc, comme suite logique par rapport à deux présentations qui ont porté sur la décision d'investissement. Donc, aujourd'hui, le thème majeur sur lequel nous allons revenir plus en détail, c'est la décision de financement. Donc, avant de parler de cette décision, donc il est primordial de revenir sur un certain nombre d'éléments. Bonjour Anas, bonjour tout le monde, bonjour à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. Donc cette décision d'investissement qu'on avait présentée donc, sur deux séances, c'est une décision stratégique à travers laquelle l'entreprise ou le porteur de projet peut créer une démarcation. Donc le sang, c'est je crains. Donc le sang, c'est tout ce que je peux apporter donc, par rapport à la qualité de sang. Donc en raison des moyens limités dans le temps et dans l'espace pour lesquels nous disposons. Donc je disais que la décision d'investissement est une décision qui permet à l'entreprise ou au porteur de projet de créer une démarcation aussi bien dans le marché que dans le secteur d'activité, et tout ça pour amorcer donc, des phases de développement ou des phases de lancement du projet. Donc, un ex-étudiant à moi, donc, suite aux deux décisions, aux deux séances que nous avons, sur lesquelles on a travaillé sur la décision d'investissement, m'a interpellé autour d'un élément clé par rapport au lancement du projet. Donc j'ai noté le timing du lancement. Donc des fois, vous avez bon à maîtriser la décision d'investissement. Vous avez identifié l'investissement adéquat. Vous avez cadré l'ensemble des besoins qu'il faut prévoir dans la dépense d'investissement. Vous avez tenu compte d'un certain nombre de risques qui vont peser sur le projet. Vous avez pris le temps de travailler sur des hypothèses pessimistes. Vous avez mobilisé une équipe donc, de talents qui va vous suivre. Vous avez mis en exerce l'organisation idéale qui va vous permettre de porter le projet, vous lancer le projet et finalement le projet ne marche pas. Donc pourquoi il ne va pas marcher? Parce que tout simplement, vous avez une autre contrainte, c'est le timing du lancement. Le timing du lancement, c'est quelque chose de fondamental. Il faut que le projet qui va être lancé ne soit pas en avance par rapport à 100 ans. Donc, j'ai dit donc ne soit pas en avance par rapport à 100 ans, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne devra pas devancer donc la réalité sur le terrain ou les besoins qui peuvent être exprimés sur le terrain. Deuxième chose, il ne devrait pas être en retard. Donc, pourquoi il ne devrait pas être en retard? Parce que l'implantation de ce type de projet dans un secteur d'activité qui connaît une forte pression concurrentielle va vous exposer à un certain nombre de contraintes. Et du coup, vous allez rentrer dans ce qu'on appelle donc une stratégie océan rouge, c'est-à-dire vous allez être fortement exposé à des prédateurs, c'est-à-dire des entreprises avec lesquelles vous ne pouvez pas déployer les mêmes armes, les mêmes tactiques, et donc vous ne pouvez pas mobiliser les mêmes moyens. Et donc votre implantation va être très risquée, pour ne pas dire être sujette à plusieurs interpellations critiques susceptibles d'affecter le lancement de votre projet. Je prends comme exemple donc, le timing de lancement.
Moi-même, donc il y a un certain nombre de collègues, nous avons par exemple donc travaillé sur le e-learning. Donc e-learning, mais nous avons commencé à parler du e-learning à partir de 2010-2009. Donc par rapport à cette époque, donc le e-learning était quelque chose de sorcier ou de difficile à maîtriser, parce que c'est facile de dire aux gens donc par rapport à 2010-2009, donc investissez dans le hard, donc tout ce qui est BTP, donc ça pourrait rapporter grand chose, donc ça pourrait apporter des choses palpables. Mais lorsque vous dites investissez dans le soft, vous aurez du mal à justifier la rentabilité, vous aurez du mal à approcher un certain nombre de choses que votre public, que votre auditoire ou que les personnes qui vont vous suivre par rapport au projet auront du mal à maîtriser. Et donc, vous le remarquez qu'à travers le contexte actuel, donc toutes les activités basées sur le e-learning à travers le monde ont connu un boom sans précédent, donc une forte attractivité. Et du coup, toutes les plateformes de travail collaboratif sont en train de prospérer. Donc, et là, vous pouvez prendre plusieurs exemples. Donc, le choix du timing de lancement, c'est quelque chose de fondamental pour réussir le projet. Qu'est-ce qui peut, donc là, tout de suite, on peut revenir sur le concept suivant. Donc, à votre avis, quels sont les éléments qui peuvent influencer, là c'est une question que je vous pose, qu'est-ce qui peut influencer la décision d'investissement? Donc, je répète ma question. Quels sont les éléments qui peuvent influencer la décision d'investissement? Je peux raisonner par rapport à des causes internes comme je peux raisonner par rapport à des causes externes. Donc à votre avis, qu'est-ce qui peut influencer la décision d'investissement? Très bien, donc rentabilité et le capital investi, quoi d'autre? Aversion au risque, oui. Les parts de marché, la croissance, très bien. Les moyens financiers disponibles, oui. Financiers, non financiers, très, très bien. Donc là, les éléments, donc le secteur d'activité, le cours de sortie, donc, oui, les coûts de sortie, donc la concurrence, très bien. Donc là, vous remarquez que l'incident, donc là, l'un des indicateurs essentiels en digital, oui. Donc là, vous remarquez que même si vous avez bon à maîtriser la décision d'investissement, on peut énumérer un certain nombre d'éléments qui peuvent du jour au lendemain remettre en cause la décision d'investissement que vous allez prendre, qui entre guillemets vous êtes en train de l'étudier sur donc un document, sur un fichier Excel, sur des outils poussés par rapport à l'intelligence artificielle, etc. Mais la réaction du marché, comment la concurrence elle va accueillir votre investissement, est-ce que vous avez pris le temps de prendre du recul par rapport aux risques susceptibles d'affecter votre activité et les actifs, donc, et éventuellement
La réaction des concurrents, la réaction du marché, la réaction du client, votre capacité à maîtriser votre environnement global, la qualité des ressources que vous allez mettre en place peuvent affecter de manière considérable la décision d'investissement que vous allez mettre en place. Donc voilà pourquoi la décision d'investissement, c'est une décision qui à la fois a un caractère stratégique, irréversible, et qui peut permettre d'inscrire l'entreprise ou le porteur de projet dans un processus d'amélioration continue. D'accord? Donc un processus d'amélioration continue, c'est-à-dire que une fois que vous allez vous lancer par rapport à la première étape, il est clair que vous allez avoir un retour sur expérience, vous allez avoir un certain nombre d'événements que vous aurez vécus, et du coup ces événements ils vont vous permettre par la suite de prévoir une méthodologie de travail qui à chaque fois vous allez l'améliorer et vous allez l'affiner. Donc deuxième question sur laquelle je voudrais vous interpeller, est-ce que la décision d'investissement est indépendante de la décision de financement? Ou est-ce que les deux décisions sont indépendantes? Donc je répète ma question, est-ce que les deux décisions, c'est-à-dire la décision d'investissement et de financement, sont indépendantes? Donc elles sont en corrélation, elles sont fondamentalement liées, l'une dépend de l'autre, pas dans le digital. Donc on verra, donc on va essayer donc on va revenir là-dessus. Non, les deux sont indépendantes, on ne peut pas les dissocier. Les deux sont dépendants, donc on ne peut pas les dissocier. Oui. Oui. Donc la réponse que je vais suggérer, c'est une réponse qui va dans les deux sens. Donc si je voudrais être donc si je voudrais me montrer peut-être donc je dirais donc si je voudrais me montrer par exemple je dirais précis, donc je dirais que donc en théorie elles sont indépendantes. Donc elles sont indépendantes, la réponse est oui. Donc pourquoi? Parce que donc les critères que je vais utiliser pour étudier la décision d'investissement sont totalement différents des critères que je vais utiliser par rapport à donc au choix de de la meilleure source de financement. Si pour étudier la décision d'investissement, je vais utiliser la valeur actuelle nette, délai de récupération simple, actualisé, indice de profitabilité et le taux interne de rendement. Pour choisir la meilleure source de financement, je vais utiliser l'impact sur la rentabilité financière, je vais utiliser le coût de financement et je vais utiliser par exemple les décaissements réels, donc les décaissements réels nets, actualisés ou autres, et les flux nets de liquidité. Donc a priori, ce sont deux catégories d'indicateurs qui sont totalement différents. Mais si je vais y aller dans le sens, dans le vrai sens dans le vrai sens du terme, avec une prise de recul, je dirais qu'elles sont
dépendantes. Pourquoi? Parce que en fonction de la source de financement que vous allez mobiliser, vous allez avoir tout de suite un impact sur l'étude financière que vous allez mettre en place. Et l'impact, vous allez le sentir au niveau de la détermination du résultat net. Si je fais appel à l'emprunt, donc il est clair que je vais avoir la charge financière à payer. Si je vais faire appel au crédit bail, je vais avoir le loyer ou la redevance crédit bail à payer. Si je vais faire appel donc à un certain nombre de sources de financement, il est clair qu'ils vont impacter la manière avec laquelle je vais obtenir mon résultat net, et donc ça va impacter les free cash flow que je vais mobiliser. Et du coup, donc ce que je suis en train de dire, c'est que la source de financement que vous allez utiliser, donc elle va avoir un impact, sur la rentabilité du projet que vous allez mettre en place. Deuxième réponse, beaucoup de personnes pensent qu'il suffit de lancer le projet, d'accord? Donc il suffit de lancer le projet pour que le projet soit rentable. Quand vous prenez un financement par capitaux propres, il est clair que l'argent, il appartient aux actionnaires. Et donc les actionnaires, ils attendent une rentabilité. Et cette rentabilité, vous avez besoin donc de la prendre en considération. Donc si vous demandez un taux de rentabilité exigé de 15%, il est clair que vous avez besoin de mettre en place une étude financière ou peut-être une simulation qui va vous permettre de comprendre quels sont les leviers d'action que vous allez mobiliser pour atteindre cet objectif. Est-ce que ça va être simple de se focaliser sur la maîtrise du REX, donc le résultat d'exploitation? Est-ce qu'on n'a pas besoin de développer une politique financière optimale et soutenue qui va miser sur l'articulation placement et endettement? Tous ces éléments-là font que le choix d'une source de financement va exercer un impact sur la décision d'investissement, et du coup va affecter deux notions, la rentabilité du projet et la création de valeur qui va être poursuivie derrière. Donc, après avoir traité la catégorie de dépendance, le lien entre la décision d'investissement et la décision de financement, ce que je m'apprête à présenter, c'est dans un premier temps, nous allons revenir sur les sources de financement. Deuxième point, nous allons essayer de découvrir un certain nombre de règles qu'il faudra maîtriser pour une meilleure adaptation par rapport aux sources des financements qu'on va mobiliser. Donc, premier élément, là, ce que je cite, les sources de financement que nous allons citer, ce sont des sources de financement que nous allons mobiliser à titre indicatif, d'accord, et non limitatif, c'est-à-dire que aujourd'hui, avec le boom d'un certain nombre d'activités, vous avez le financement, alternatif, vous avez les produits de la fintech, vous avez un certain nombre de produits qui font que l'entreprise aujourd'hui ou le porteur de projet, il a l'embarras du choix en termes de mobilisation des sources de financement qu'il peut engager pour lancer le projet. Donc première source sur laquelle je vais parler, c'est l'augmentation de capital. Donc l'augmentation de capital, je me situe par rapport à une entreprise qui existe déjà, qui a déjà devant elle des années d'existence, et du coup elle a déjà acquis, elle a déjà implanté un contexte de confiance avec ses actionnaires, et donc elle va les solliciter pour participer à une opération d'augmentation de capital qui peut s'articuler selon plusieurs formes, apport par rapport en nature, par rapport en numéraire, conversion de dette, conversion de créances. Donc vous avez l'embarras du choix, d'accord. Augmentation de capital par split pour les entreprises qui sont cotées à la bourse et qui veulent plus ou moins offrir un large éventail en matière de frais, de titres frais sur le marché. Donc
L'augmentation de capital, donc elle va entraîner donc des impacts. Donc le premier impact que nous allons découvrir, c'est que l'augmentation de capital, elle va entraîner ce qu'on appelle dilution. Dilution des droits de vote et dilution du bénéfice net par action. Donc le terme dilution vient du verbe diluer. Donc diluer, c'est-à-dire que vous allez, par exemple, si je verse 1 kg de sel dans 1 litre d'eau, donc il est clair que l'eau elle va être salée. Mais si je prends le paquet de sel de 1 litre et que je le verse sur 4 litres d'eau, il est clair que l'eau ne va pas avoir ne va pas avoir le même contenu de sel que dans le premier exemple. Donc diluer, c'est-à-dire que nous allons répartir le bénéfice net sur un nombre d'actions plus élevé, ce qui va entraîner une diminution du BPA et donc une distribution large des droits de vote sur un paquet d'actionnaires. Donc premier élément, l'augmentation de capital, elle entraîne une dilution des droits de vote et une dilution du BPA. Deuxième élément majeur donc, que nous pouvons identifier par rapport à l'augmentation de capital, c'est que l'augmentation de capital, surtout en numéraire, est l'occasion pour l'entreprise d'embellir les ratios de structure financière. C'est-à-dire que ce soit le ratio d'autonomie financière, que ce soit le ratio de capacité d'endettement ou le ratio de capacité de remboursement, quand vous lancez une opération d'augmentation de capital, surtout en numéraire, vous avez l'occasion d'augmenter les capitaux propres. Et donc en augmentant les capitaux propres, vous allez soulager le poids de l'endettement qui pèse sur l'entreprise et donc automatiquement vous allez avoir une amélioration de l'autonomie financière. Et deuxième élément, vous allez pouvoir tout simplement demander plus d'emprunts parce que vous avez une structure financière qui va être plus solide et qui va permettre donc aux banquiers d'avoir donc un niveau de confiance soutenu dans l'entreprise. Troisième point sur lequel je voudrais revenir par rapport à l'augmentation de capital. Donc, l'augmentation de capital, elle va entraîner, donc, comme vous le savez, utiliser les capitaux propres revient à engager un coût direct qui ne va pas être comme l'emprunt. Donc, par exemple, lorsque j'emprunte, donc je devrais payer des charges financières, mais en essayant de prendre un emprunt, en essayant d'utiliser l'augmentation de capital, il est clair que je suis en train de solliciter les actionnaires. Et les actionnaires vont demander un retour par rapport à cette sollicitation, c'est le taux de rentabilité exigé par les actionnaires. Vous l'avez dit, donc ça dépendra de la perception du risque qui va être généré par rapport à chacun des investisseurs. Et donc ce taux de rentabilité exigé par les actionnaires va correspondre au taux de rentabilité de l'actif sans risque plus la prime de risque que je vais solliciter. D'accord ? Donc, 3 éléments phares. L'augmentation de capital, elle entraîne une dilution des droits de vote et du bénéfice net par action. Deuxième élément, elle permet d'améliorer les ratios de structure financière et donc permettre à l'entreprise de mieux négocier de nouveaux emprunts ou éventuellement de présenter une situation financière solide. Troisième élément, donc, par rapport à l'augmentation du capital, elle entraîne un coût direct en la matière du taux de rentabilité exigé par les actionnaires. Deuxième source de financement que les entreprises peuvent mobiliser, c'est tout simplement l'utilisation de l'emprunt. D'accord ? Donc l'emprunt, première réaction, c'est que l'emprunt, il est clair qu'il va entraîner deux impacts. Donc le remboursement du capital et deuxième élément, c'est le paiement des charges financières qui vont accompagner ce remboursement. Donc celui qui va utiliser l'emprunt, il a besoin de retenir, donc il a besoin de penser aux éléments suivants. D'abord, condition préalable, on ne va faire appel à l'emprunt que si j'aurai l'occasion d'investir cet argent pour produire un résultat d'exploitation qui va me permettre de couvrir les charges financières.
Donc, en d'autres termes, j'utilise l'emprunt pour engager un investissement qui va me permettre d'accroître mon résultat d'exploitation suffisamment assez pour couvrir les charges financières qui vont être générées par le recours à cet emprunt. Deuxième élément, donc par rapport à l'emprunt, il va générer deux modalités de remboursement. Donc soit que vous allez être dans une logique de paiement, par exemple, de mensualité, donc éventuellement d'annuité ou de mensualité constante, soit que vous allez être dans une logique de remboursement par amortissement constant. Donc ça, c'est la deuxième idée maîtresse par rapport à l'utilisation de l'emprunt. Troisième recommandation sur laquelle nous allons revenir, c'est que l'utilisation de l'emprunt ne peut pas être tout le temps bénéfique pour l'entreprise. Donc, il y a un moment précis ou des moments précis pour lesquels je peux utiliser l'emprunt sans pour autant, par exemple, présenter des risques majeurs pour l'entreprise. Donc, j'utilise l'emprunt peut-être dans les conditions suivantes. Lorsque les ratios de structure financière sont dans une situation favorable, lorsque le taux de rentabilité économique que je génère en interne est supérieur au taux d'endettement ou au taux d'intérêt net, et je peux utiliser l'emprunt lorsque le contexte de la conjoncture économique est favorable. C'est-à-dire que l'argent que je vais utiliser par rapport à cet emprunt va me permettre de créer suffisamment de richesses qui vont me permettre de rembourser donc l'annuité tout en laissant à l'entreprise une marge, chose qui va conforter sa rentabilité financière et donc va conforter la satisfaction des intérêts poursuivis par les actionnaires. Donc ça, c'est ce que nous avons retenu par rapport à l'emprunt. Autre chose fondamentale, c'est que l'emprunt, il génère un coût direct en la matière des charges financières représentées à travers le taux d'intérêt net. D'accord ? Donc, le coût de financement de l'augmentation de capital, on va l'identifier à travers le taux de rentabilité exigé par les actionnaires. Par rapport à l'emprunt, il va être lié au taux d'intérêt net. Troisième catégorie de financement sur laquelle nous allons revenir, c'est la capacité d'autofinancement. Donc, capacité d'autofinancement, c'est une ressource financière qui théoriquement appartient aux actionnaires et qu'on va chercher à utiliser par le biais d'une négociation avec les actionnaires que on va tenter de les convaincre de renoncer à la distribution de dividendes, c'est-à-dire que on va tenter de les persuader d'accepter la rétention de la distribution de dividendes donc ce dividende même va être réinjecté comme investissement. Et donc, cette source de financement peut être utilisée dans les conditions suivantes. Lorsque l'utilisation de l'emprunt va pénaliser la rentabilité de l'entreprise, ou les conditions d'utilisation de l'emprunt vont générer des impacts très délicats, très perturbateurs pour l'évolution favorable de l'entreprise, ou lorsque les actionnaires ne souhaitent pas, ne voient pas l'intérêt de participer à une opération d'augmentation de capital. Donc voilà les conditions dans lesquelles je peux mobiliser donc la capacité d'autofinancement qui, je dis, suppose l'acceptation donc des actionnaires. Deuxième idée majeure, c'est que cette capacité d'autofinancement, elle va générer un coût direct que nous retrouvons par le biais du taux de rentabilité exigé par les actionnaires. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, donc en exposant les trois sources de financement, donc l'augmentation de capital, l'utilisation de l'emprunt,
l'utilisation de la capacité d'autofinancement. Une autre source, donc c'est la quatrième source pour être mobilisée, c'est les subventions d'investissement. Donc les subventions d'investissement sont accordées par l'État à certaines entreprises, aux entreprises pour les aider à réaliser leurs projets d'investissement. D'accord ? Donc ces subventions d'investissement ne peuvent pas être comparées aux subventions d'exploitation qui servent d'autres intérêts. Donc, subvention d'exploitation, c'est pour soutenir des produits qui sont subventionnés par l'État et à travers lesquels l'État cherche à soutenir le pouvoir d'achat de la classe moyenne. Donc, subvention d'investissement, c'est des subventions, c'est des aides accordées par l'État pour soutenir, d'accord, donc pour soutenir les entreprises dans la réalisation de leurs programmes d'investissement. Donc l'accès à des terrains à titre symbolique, cofinancement de certains équipements. Donc là, vous pouvez avoir plusieurs formules. Donc là, par rapport à cette source de financement, vous n'avez pas un coût direct. Donc vous n'avez pas un coût direct, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'intérêt à payer, vous n'avez pas un taux de rentabilité qui pourrait donc plus ou moins qui pourrait être négocié auprès des actionnaires. Donc là, vous avez besoin de répondre au cahier de charges annoncé par l'État et donc vous avez besoin de remplir parfaitement donc les exigences de l'État pour avoir ce type de subvention d'investissement. Cinquième source de financement qui peut être mobilisée, et c'est l'apanage de deux catégories d'entreprises, les petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire les PME, ou les entreprises à caractère familial. Donc ces deux types d'entreprises peuvent utiliser une source de financement qui s'appelle le compte courant d'associés. Donc compte courant d'associés qui par naissance c'est une source de financement courante qui peut être transformée donc avec le tacite accord ou en commun accord avec les actionnaires pour qu'elle soit mobilisée comme source de financement à moyen et long terme. Et donc ça va nécessiter un retraitement. Donc cette source de financement, elle aussi, elle va générer un coût direct, c'est le taux d'intérêt de rémunération des comptes courants d'associés qui présente l'intérêt d'être un taux d'intérêt plus faible que le taux d'intérêt bancaire. Et donc, si vous êtes une entreprise, donc si vous êtes une PME, si vous êtes une entreprise à caractère familial, vous pouvez mobiliser cette source de financement que j'ai appelée compte courant d'associés. Dernière source de financement classique donc, que je vais partager avec vous, c'est le crédit bail. Donc crédit bail, c'est un contrat de location en fonction duquel intervient trois partenaires. L'entreprise qui a besoin d'utiliser un matériel ou une immobilisation, mais sans pour autant débourser de l'argent pour l'utiliser, c'est-à-dire sans pour autant l'acquérir. Vous avez le fournisseur qui détient le matériel et l'utilisation, donc qui détient le matériel et le titre de propriété de ce matériel ou de cette immobilisation. Et vous avez la société de leasing, donc société de leasing, qui va se mettre entre les deux pour essayer de rapprocher leurs intérêts. Donc, société de leasing, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va acheter le matériel et elle va l'utiliser, d'accord ? Donc, elle va acheter le matériel et elle va le mettre à la disposition de l'entreprise contre le paiement d'un loyer. Donc, société de leasing ou, excusez-moi, le crédit bail, c'est un contrat de location en fonction duquel l'entreprise va disposer d'un bien qu'elle va utiliser contre le paiement de loyer sans déboursement et une société de leasing qui va mettre à la disposition de cette entreprise ce matériel contre la réception d'un loyer. Trois issues peuvent être identifiées à la fin du contrat de location. Par exemple, moi, j'ai fait appel à une société de leasing qui a mis à ma disposition une machine pendant 8 ans, par exemple, ou pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, donc, il est clair que nous allons avoir donc, un certain nombre de... Donc, on peut envisager 3 scénarios.
Donc, premier scénario, c'est la rupture du contrat, c'est-à-dire que je vais dire à la société de leasing, je n'ai pas besoin de ce matériel, et donc on va passer à autre chose. Deuxième issue, c'est la reconduction du contrat de location pendant une période qui va être inférieure à la durée initiale et avec un loyer qui va être nettement inférieur au loyer principal. Troisième point, donc troisième issue, c'est tout simplement l'option de rachat. Donc, vous avez utilisé la machine pendant 5 ans. Donc, automatiquement, vous voyez que cette machine elle a de fortes potentialités. Vous avez des intérêts particuliers à l'avoir. Donc, vous pouvez négocier avec la société de leasing son rachat qui va se faire selon la valeur résiduelle. Donc, valeur résiduelle, c'est tout simplement, donc c'est la valeur du matériel, plus les frais, plus une certaine marge, moins la somme des loyers que vous avez versés. Et en faisant l'acquisition de ce matériel, vous pouvez l'introduire dans votre bilan, donc à travers un retraitement qui va se faire sur la base de la valeur résiduelle. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à l'utilisation du crédit bail, c'est que le crédit bail, il va générer un coût direct en la matière du loyer. Et donc l'utilisation du loyer à travers crédit bail, elle va être plus élevée, donc le coût du loyer va être plus élevé que les intérêts payés à travers un emprunt bancaire. Donc voilà grosso modo donc l'ensemble des sources de financement sur lesquelles je voulais revenir. D'accord? Donc j'ai présenté 6 sources de financement, donc l'augmentation de capital, l'emprunt, la CAF, capacité d'autofinancement, subvention d'investissement, compte courant d'associés, crédit bail, donc le crédit bail ou contrat de location. Je répète, vous pouvez utiliser d'autres modalités de financement. Vous avez les produits qui appartiennent à la finance islamique, donc qui sont débattus dans le cadre du séminaire présenté par un collègue, donc qui porte sur la finance islamique. Vous pouvez avoir d'autres sources de financement, donc le crowdfunding. Vous pouvez utiliser donc un certain nombre de sources de financement qui sont disponibles sur le marché et à tout moment vous pouvez les mobiliser. Donc là, je vais revenir sur un deuxième point par rapport à la décision de financement, c'est les règles à prendre en considération ou les règles à respecter en matière de financement. Première règle, donc c'est quelque chose qu'on nous a appris en analyse financière, c'est la règle de l'équilibre financier. Donc règle de l'équilibre financier, un bien, une immobilisation qui est considérée comme une immobilisation à caractère stable ne peut être financée que par une ressource à caractère stable. Donc voilà comment je peux préserver l'équilibre financier de la structure, donc l'équilibre financier de la structure financière de l'entreprise. Donc la règle, elle dit, les ressources stables doivent financer impérativement les emplois stables. C'est-à-dire que je peux prendre l'exemple suivant. Si vous voulez acheter une voiture, la voiture elle a une durée de vie de 5 ans. Donc il est clair que la meilleure option ne serait pas de prendre une source de financement à très court terme ou à court terme. L'idéal, c'est de prendre une source de financement à moyen long terme, donc un emprunt peut-être, parce que au fur et à mesure que vous allez utiliser cette voiture, vous allez pouvoir générer des revenus, vous allez pouvoir générer des ressources qui vont vous permettre de rembourser donc le capital et éventuellement les intérêts que vous allez mobiliser. Donc première règle, c'est la règle de l'équilibre financier. Les ressources stables, ce sont eux qui prennent en charge les emplois stables. Deuxième règle à respecter en matière d'utilisation d'emprunt, c'est la règle de l'endettement maximum. Règle de l'endettement maximum, c'est-à-dire que l'entreprise, elle peut s'endetter tant qu'elle ne va pas remettre en cause l'autonomie financière de l'entreprise. C'est-à-dire que moi, lorsque je vais utiliser l'emprunt, il faut que je puisse
garder à l'esprit, c'est qu'en utilisant l'emprunt, je suis en train d'augmenter les dettes, je suis en train de peut-être de porter atteinte à l'autonomie financière de l'entreprise. Donc l'utilisation de l'emprunt, elle devra être suffisamment intelligente pour préserver l'autonomie financière de l'entreprise. D'accord? Et tout ça, toute chose étant égale par ailleurs, ça dépendra des circonstances d'utilisation de cet emprunt. Certaines entreprises sont fortement endettées, mais elles sont prospères et rentables. Pourquoi? Parce que l'utilisation de l'emprunt, elle a été faite dans une logique dans laquelle le taux de rentabilité économique était supérieur au taux d'endettement. D'autres entreprises, elles sont fortement endettées. Pourquoi? Parce qu'elles ont le problème de la sous-capitalisation et donc elles sont en situation de fragilité. D'accord? Donc, troisième règle qu'il faudra respecter, donc j'ai parlé de la règle de l'équilibre financier, j'ai parlé de la règle de l'endettement maximum. Troisième règle, c'est la règle de la capacité de remboursement. Donc, règle de la capacité de remboursement, il faut que les dettes de financement ne représentent pas 3 à 4 fois la CAF moyenne, ne dépassent pas 3 à 4 fois la CAF moyenne. C'est-à-dire que si j'ai un emprunt, donc je dirais si j'ai un emprunt de 100 par exemple, et que j'ai une CAF de 20, il est clair que cet emprunt va être remboursé plus ou moins sur 5 ans. Et donc, je réfléchirai 1000 fois donc, par rapport à la distribution du crédit à cette entreprise. Mais si j'ai, par exemple, une entreprise qui peut présenter, qui pour la même somme, elle demande une dette de financement de 100 et qu'elle génère une CAF moyenne de 30, donc il est clair que cette entreprise, elle pourra donc 100 sur 30, c'est 3, quelque chose, donc cette entreprise, elle pourra rembourser rapidement cette dette de financement. Donc, règle de la capacité d'endettement, plus ce délai est rapide, plus l'entreprise, elle va pouvoir rembourser et donc tirer profit de cet investissement. Et la société qui lui accorde le financement, elle a l'occasion aussi de récupérer son argent et de distribuer une autre formule de crédit. Deuxième point, toujours dans le cadre de cette règle de la capacité de remboursement, c'est que la charge de remboursement de capital ne doit pas dépasser au plus la moitié de la CAF. C'est-à-dire que le remboursement du capital que vous allez avoir par rapport à l'annuité ne devrait pas dépasser la moitié de ce que vous allez générer comme CAF moyenne. Quatrième et dernière règle sur laquelle nous allons revenir pour prendre en considération les règles à respecter en matière de financement, surtout si j'utilise le financement via emprunt, c'est la règle du minimum de financement. Donc la règle du minimum de financement, donc il est établi que lorsque le porteur de projet ou une entreprise va demander un crédit, il est clair que l'établissement qui va lui accorder ce crédit ne peut pas lui donner un crédit à hauteur de 100%. Il va y avoir une partie qui va être supportée par l'entreprise ou par le porteur de projet, donc l'équivalent de 10, 15, 20%. Pourquoi? Parce que cet établissement ou la philosophie derrière, c'est que celui qui va porter le projet, il a besoin aussi d'engager ses propres fonds, donc apporter son propre apport, comme ça on va assister à plus d'implication de la part du porteur de projet et de l'entreprise qui est en train de solliciter le financement. Donc voilà 4 règles à respecter en matière de financement. Donc j'ai parlé de la règle de l'équilibre financier, j'ai parlé de la règle de l'endettement maximum, j'ai parlé aussi de la règle de la capacité de remboursement, j'ai parlé aussi de la règle du minimum de financement. Donc, tous ces éléments-là, donc ce qu'ils vont nous permettre, c'est de comprendre d'abord quelles sont les sources de financement que je peux mobiliser pour lancer mon projet. Et deuxième élément, quelles sont les règles auxquelles je devrais faire attention
pour que l'utilisation de l'emprunt ou l'utilisation de ces sources de financement soit la plus propice à l'entreprise. Donc cela me pousse à vous poser une question. Si vous êtes dans la phase de lancement, vous êtes un porteur de projet, quelle est la meilleure source de financement que vous pouvez mobiliser sur la base de ce que j'ai présenté? Donc, quelle solution de financement on peut utiliser dans la phase de lancement? Donc, je répète ma question. Dans la phase de lancement, vous êtes un porteur de projet et vous voulez lancer donc, votre projet. Quelle est la source de financement qui vous paraît idéale pour réussir le lancement de ce projet? Oui, donc première source, donc on a parlé donc subvention de l'État, quoi d'autre? Emprunt, oui. Autofinancement, donc on va y aller. Subvention d'investissement ou d'emprunt, oui. Très bien. Donc, ce que vous avez remarqué, ou ce qu'on peut remarquer, c'est que donc Amine nous propose donc une structure mixte, 50% d'autofinancement et 50% d'emprunt. Donc, il faut faire un arbitrage entre les différentes sources. Pas de meilleure solution, mais une solution propice. Très bien. Donc là, ce que nous pouvons remarquer, c'est que la phase de lancement de l'entreprise, c'est quelque chose de... Donc, ou la phase de lancement du projet, c'est quelque chose de très, je dirais, de très difficile à gérer. Pourquoi? Parce que, nous allons nous lancer sur un marché qu'on ne connaît pas assez, dont on ne connaît pas la concurrence, donc on ne connaît pas donc les risques. Donc on ne maîtrise que les risques apparents, c'est-à-dire que nous avons réussi à tracer par rapport à ce secteur. Or, une fois qu'on va être lancé, une autre réalité peut se présenter à nous. Donc là, nous pouvons mobiliser, donc vous l'avez dit, donc nous pouvons mobiliser plusieurs sources de financement. D'abord, donc on peut faire une simulation, donc qui va représenter ce qu'on appelle un arbitrage sur l'utilisation des différentes sources. Donc, quel est le montant que je vais engager, quel est l'impact financier qui va être généré et quels sont les, plus ou moins, donc quels sont les impacts que je vais retrouver par rapport à la rentabilité. Donc, troisième point, c'est que je peux, merci Sinabil, donc ce que je suis en train de dire, c'est que, je peux procéder à un arbitrage entre les différentes sources de financement pour essayer de faire une simulation
dans laquelle je vais utiliser par exemple l'emprunt et voir ce que ça donne. Je vais utiliser les capitaux propres et voir ce que ça donne. Je vais utiliser une structure mixte qui va mobiliser l'autofinancement et l'emprunt et voir ce que ça donne. Troisième élément, ce que je pourrais faire, c'est la chose suivante, c'est que je vais faire en sorte à ce que je puisse identifier le scénario optimal. Quel est le scénario minimum avec lequel je peux démarrer, donc une structure optimale, une structure organisationnelle optimale, avec une parfaite maîtrise des charges, donc qui va me permettre de définir un coût, de lancement qui va être faible. L'idéal, c'est d'utiliser l'autofinancement. Pourquoi? Parce que ça ne va pas générer des impacts, je dirais, très contraignants pour l'entreprise, sauf que le risque de perte, il va être très élevé. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que, je pars d'abord du meilleur montage du scénario d'investissement pour maîtriser de façon considérable le coût de lancement. Et une fois que j'ai défini le scénario optimal en matière de coût de lancement, je pourrai travailler sur une simulation qui va me permettre de connaître donc les impacts de chaque solution et de prévoir un arbitrage derrière. Donc ma présentation touche à sa fin. Je vous remercie énormément par rapport à votre engagement matinal et d'avoir répondu présent à ce live. Donc dans la séance prochaine, Inch'Allah, je reviendrai sur les critères de choix d'une source de financement pour un peu mieux développer l'exemple sur lequel nous sommes arrêtés, donc la phase de lancement de l'entreprise. Donc je reviendrai sur les sources de financement et nous allons aussi, donc les critères de choix des sources de financement, et je vais ouvrir donc des parenthèses par rapport à des contextes de lancement de la dépense d'investissement, des scénarios dans lesquels on peut prévoir donc des scénarios de financement qui peuvent être adéquats par rapport à des contextes bien précis. Donc, je reviendrai sur la notion de l'emprunt plus en détail parce qu'elle permet de toucher à la notion de l'effet de levier financier sur lequel nous allons essayer de revenir. Donc tous ces points vont être plus détaillés dans la prochaine présentation. Donc merci à vous, merci d'avoir répondu présent à cette présentation. Dans la prochaine présentation, M. Siti Mohamed, auquel je donnerai l'antenne, donc l'antenne virtuelle va nous permettre de passer en revue donc la stratégie de communication. Merci à vous et bon week-end. Et à la prochaine séance, Inch'Allah. Merci à vous et merci à l'équipe Qraya Fdar.